Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on accueille en studio avec nous Madame Isabelle Dion, qui est candidate pour le Bloc québécois dans le comté Ville-et-Mar, La Salle et Verdun. Alors, je ne sais pas si j'ai bien identifié le nom du comté, je sais à quel point c'est important. La Salle et Mar Verdun. Et La Salle et Mar Verdun. Voilà. Alors, bonjour Madame Dion et bienvenue ici à THM. Merci de me recevoir. Alors, on était en grande discussion parce qu'on sait qu'avant une entrevue, il y a toujours des petites conversations. Puis c'était pas mal passionnant. J'aimerais tout d'abord commencer par vous demander de nous parler de vous en tant que personne, d'où vous venez, où vous avez grandi et un petit peu de votre famille aussi. Moi, je m'appelle Isabelle Dion. Je suis née ici à Montréal, à l'hôpital de Verdun. Et puis, quand j'ai eu environ 6 mois, les services sociaux, la DPJ, sont venus nous chercher, moi et ma sœur, ma grande sœur. Puis, on a été adoptés par une famille du Lac-Saint-Jean. C'est là où j'ai développé là, ma fibre indépendantiste. Je suis un petit bleuet là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui a beaucoup modelé là, mon identité. Évidemment, je suis métisse. Ma mère est blanche. Et puis, mon père, malheureusement, là, j'ai pas toute l'information par rapport à son identité ou d'où il vient. Donc, c'est sûr que ça, c'est une quête qui a traversé là, ma vie. Vers les 24 ans, j'ai retrouvé ma mère biologique et puis toute une partie là, de ma famille. Donc, j'ai découvert que j'avais un petit frère puis une jeune sœur aussi. Mais je suis toujours à la recherche là, de mes racines noires. Mais c'est un long processus. Là. C'est pas quelque chose qui est facilement trouvable, considérant qu'il n'y a pas de nom là, sur le certificat de naissance. Parfait. Mais qu'est-ce qui vous a... Parce que quand on a parlé, on sait que vous venez d'une famille de gens qui travaillent dans le domaine de la santé majoritairement, mais comment on fait le passage de ça à la politique? Moi, dans la vie, je suis travailleuse sociale, donc la relation d'aide, c'est ce qui a modelé là, ma carrière. J'ai travaillé avec les Premières Nations, j'ai travaillé aussi dans les familles à Verdun, au CLSC de Verdun. J'ai travaillé dans une école à Misticini, qui est une réserve autochtone au nord de Chibougamau. Et puis là, en ce moment, je suis à l'accueil d'un CLSC à Laval. Et puis, en fait, c'est la relation d'aide, c'est le fait de vouloir aider mon prochain. La politique, pour moi, c'est une manière d'augmenter mon pouvoir, d'aider les gens. Et puis aussi d'amener cette vision-là, parce que même dans les grands CIUS, les CIS, c'est souvent hospitalo-centriste ou médicalo-centriste qu'on dit. Ah, puis les services sociaux ou l'humain est souvent mis de côté. En politique, on va souvent voir des économistes ou des avocats. Puis le fait d'amener une vision sociale, une vision humaine, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire. Puis aussi, je le fais pour la représentation. Il faut qu'on voit des femmes, il faut qu'on voit des gens issus de toutes les communautés en politique porter le message parce que même si, effectivement, mes racines ne sont pas fixées, j'ai quand même traversé la vie comme femme noire. Et puis, j'ai vécu les mêmes défis. Et puis, il faut que cette perception-là, cette perspective-là soit amenée à la table puis que ça puisse influencer là, les prises de décision, des choses comme ça. OK, parfait. Mais vous avez mentionné quelque chose qui est assez important en début, c'est que vous êtes une indépendantiste. Oui. Et souvent, on a de la difficulté à faire la relation entre une personne issue de ce qu'on appelle les minorités visibles et l'indépendance du Québec. Pourquoi, pour vous, c'est important ce côté du Bloc québécois? En fait, la Fédération canadienne fonctionne sur 2 paliers. Il y a des compétences nationales, il y a des compétences fédérales. En ce moment, comment le gouvernement fédéral dirige ou exerce son pouvoir, il ne respecte pas les compétences nationales des provinces. Ce qu'on appelle un fédéralisme tentaculaire qui vient s'ingérer dans les dossiers du Québec. Nous, au Québec, on est nationaliste, on est pour l'environnement, on a une vision pour les homosexuels, pour l'égalité homme-femme, pour ces choses-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant dans nos politiques. Par contre, du fait de nos 2 paliers d'imposition, bien, on envoie une grande partie de notre argent à Ottawa qui est censé nous la retourner sans condition. Mais quand l'argent revient, il est souvent assorti d'une foule de conditions, ce qui fait en sorte que les transferts sont bloqués. Notamment, par exemple, en santé, on a 6% à gagner qui doivent être indexés, mais ça n'a pas été fait. Depuis les conservateurs, pendant Jean Chrétien et tout ça, jusqu'à aujourd'hui,
le 6% à gagner de retour de transfert en santé n'a pas été indexé. Ou, par exemple, pour les infrastructures, les transferts en infrastructures. Ici, au Québec, on a une instance, un organe qui s'appelle Axiologie, qui gère le logement social, le logement communautaire, ici au Québec, mais on n'arrive pas à avoir les transferts parce que le Canada veut assortir de conditions les transferts en argent. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer par-dessus le gouvernement du Québec pour transférer directement aux promoteurs, au lieu de respecter les pouvoirs qui ont été accordés aux provinces. Ce qui fait en sorte que le fait d'être indépendant nous permettrait d'être maître chez nous, de décider pour nous-mêmes sans avoir à négocier avec le deuxième palier de gouvernement, sans avoir une double imposition, puis nous permettre vraiment de diriger comme bon nous le semble. OK. C'est très bien expliqué, mais ça, c'est au niveau du côté gestion de la province en tant que telle. Mais le problème, surtout qu'on entend, les communautés ont beaucoup peur de tout ça, surtout si, après la loi 21, il y a certaines craintes par rapport à cette perte d'identité unique que chacun d'entre nous peut avoir. Qu'est-ce que vous direz à une personne d'une minorité visible ou culturelle? Pourquoi devrait-elle comprendre le projet indépendantiste? En fait, là, on a parlé de deux choses. Le projet indépendantiste puis la loi 21, pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense qu'on peut être souverainiste, indépendantiste. La loi 21, la loi sur la laïcité, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, on a la société qu'on a maintenant. La laïcité, ça permet à toutes les religions de s'exprimer. Ça permet à un jeune musulman, un jeune juif, un jeune chrétien d'aller à l'école publique dans la même classe avec un enseignant laïque qui va les traiter de façon équitable. C'est ça l'idée de la laïcité. Depuis les années 60 et la Révolution tranquille, on a mis, nous ici au Québec, c'était les sœurs, c'était les religieux qui s'occupaient des hôpitaux, qui s'occupaient des écoles. On a mis les religieuses dehors des écoles, dehors des hôpitaux, pour s'assurer que l'État soit laïque, que tous les citoyens soient traités de façon équitable dans l'espace public. Ce qui permet, comme je disais aujourd'hui, d'avoir des gens de toute confession religieuse qui vont dans la même école sans préférence. Parce que c'est certain que si l'éducation était catholique, bien, les jeunes juifs ou les jeunes musulmans dans la classe se retrouveraient confrontés à se faire christianisé à l'école. Donc, la laïcité de l'État, c'est ça. L'idée que tous les citoyens sont égaux face à la loi, donc les juges, les policiers, puis dans les instances publiques, dans les hôpitaux, dans les écoles, qu'on reçoive tous le même service. Et si on représente l'État, on se doit d'être neutre. Aussi, la séparation de l'État et de la religion permet que les institutions religieuses puissent se diriger eux-mêmes sans ingérence de l'État. Parce que ça va dans les deux sens. L'État pourrait contrôler les religions, mais puis les religions pourraient imposer des choses sur la législation. Ça va dans les deux sens. Donc, cette séparation-là permet aux institutions religieuses de se gérer eux-mêmes sans ingérence de l'État et à l'État de faire des lois qui vont s'appliquer de façon équitable à tous les citoyens, nonobstant leur allégeance religieuse. C'est ça, la laïcité, et c'est ça qu'on défend. Ça permet une égalité homme-femme, et puis ça permet aussi de défendre les droits des minorités sexuelles, notamment les homosexuels, ces choses comme ça, qui vont être respectées partout de façon équitable parce que l'État va être laïque. Donc, la laïcité, c'est ça. Maintenant, l'indépendance, le fait d'être une nation et d'être respecté comme nation, c'est vraiment, nous ici au Québec, on est francophone, puis aussi, on a une vision différente par rapport notamment à l'immigration. Au Québec, on est pour l'interculturalisme versus le multiculturalisme canadien. Au Canada, il y a deux peuples fondateurs. Il y a les Français et les Anglais. Dans le multiculturalisme canadien, on tend à faire passer la communauté canadienne-française comme n'importe quelle autre communauté immigrante. Or, on est un peuple fondateur. On est arrivé en même temps, on a bâti le pays ensemble. Pourtant, on n'a pas ce statut égalitaire. Quand à Toronto, on exige de nos immigrants de parler anglais, c'est légitime puisqu'on est chez eux. Quand au Québec, on exige de nos immigrants qu'ils parlent français, nous sommes racistes, nous sommes xénophobes et c'est le repli identitaire. Pourtant, c'est exactement la même demande. Okay. Et c'est dans ce sens-là où l'indépendance, le fait d'être maître chez nous, puis de pouvoir être respecté comme nation, fait sens.
OK. Vous avez mentionné un terme que j'entends pas souvent, interculturalisme. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour nous? Avec plaisir. Donc, l'interculturalisme est une vision de l'immigration qui amène à se mélanger. Quand on arrive dans un nouveau pays ou dans un nouveau coin, les gens qui sont là ont une langue, ont des mœurs, ont des valeurs. Et ce qu'on appelle l'interculturalisme, c'est ce processus-là où l'arrivant va intégrer ou s'attacher à ces valeurs-là en apprenant la langue, en s'intéressant aux valeurs qui ont cours sur place, comme au Québec, l'égalité homme-femme, le fait qu'on soit... qu'on respecte les homosexuels ou toutes les formes d'expression de genre ou de sexualité, le rapport avec l'environnement, nos rapports avec les aînés, tout ça, tout ce qui nous fait comme Québécois dans nos valeurs, ben quand on a un immigrant qui arrive chez nous, on souhaite qu'il apprenne le français puis qu'il s'intéresse à ces valeurs-là dans un processus d'ouverture puis d'intégration. Ça favorise une meilleure intégration à l'emploi, une meilleure intégration dans la société en général. Ça demande de l'argent pour offrir des cours de francisation, pour accompagner l'hébergement, accompagner à l'employabilité, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la vision interculturaliste. Dans la vision multiculturaliste du Canada, chaque communauté reste entre elles et on n'exige pas ce processus-là d'intégration de nos immigrants. Donc, c'est ça la grande différence. Ce pourquoi la communauté francophone québécoise est opposée au multiculturalisme, c'est que ça fait en sorte que notre communauté, qui est un peuple fondateur du Canada, et mélangé avec toutes les autres communautés qui sont arrivées par la suite. Et ça nous enlève notre statut de peuple fondateur. Donc, c'est pourquoi, au Québec, on trouve très important d'apprendre le français à nos immigrants, puis de s'assurer qu'ils adhèrent à nos valeurs. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dion. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre comté. Donc, oui. Le comté que vous briguez, qui est présentement tenu par un libéral. Oui. Donc, pour vous, quelles sont les plus grandes priorités de ce coin-là? En ce moment, la Salle-et-Mort-Verdun, on vit un mouvement d'embourgeoisement, qui est le mot français là, pour gentrification. Et puis, donc, des gens souvent qui viennent du plateau Mont-Royal, qui est rendu très cher, notamment à cause de l'immigration de France. Et donc, ces gens-là vont migrer vers Verdun, puis faire monter le coût des logements. Okay. Donc, les loyers deviennent moins abordables et les Verdunois d'origine se retrouvent à avoir de la difficulté à se loger, ce qui fait qu'on a un grand problème de logement social. Donc, ça, c'est sûr que c'est une priorité, notamment comme je suis travailleuse sociale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a aussi une grande proximité dans la circonscription avec l'hôpital Douglas en santé mentale. Donc, on a aussi une plus forte concentration de personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Des fois, on va avoir une comorbidité avec de la consommation, un peu d'itinérance, des choses comme ça. Donc là encore, on vient donner beaucoup d'importance au logement social. Et puis l'accessibilité aux soins. L'hôpital de Verdun, je sais que récemment, là, le ministre de la CAQ a fait un bon investissement, 280 millions pour l'hôpital de Verdun, ce qui est très bien. Ce qu'on souhaite, c'est favoriser l'accessibilité aux soins de santé et services sociaux en favorisant les transferts en santé pour la région. Il y a aussi les berges, le canal de la Chine, qui est dans notre circonscription, qui a besoin d'être désinfecté, bien entretenu. On a aussi une responsabilité environnementale parce qu'on est un parc migratoire pour les oiseaux. On a plusieurs espèces de poissons aussi au parc des Rapides. Donc ça aussi, c'est une responsabilité fédérale là, de s'assurer que l'environnement et la biodiversité soient respectés. OK. Vous voyez la politique comment? Parce que vous avez mentionné en début d'entrevue que pour vous, c'est un service, comme travailler dans le domaine de la santé, c'est peut-être au service des gens. Vous, si demain, bon, ben c'est bientôt, lundi. Si c'est lundi, vous êtes élu, alors comment vous voyez vos rapports avec vos citoyens? C'est certain que moi, mon bureau va toujours être ouvert. Le rapport d'écouter, je suis une fervente croyante dans ma pratique de travail social à ce qu'on appelle la praxéologie. La praxéologie, c'est le savoir qui émane du terrain.
Souvent, on va voir dans la structure hiérarchique le ministère qui va descendre une commande et puis les intervenants terrain qui vont devoir appliquer une demande qui descend du ministère. Moi, dans ma croyance, le savoir vient des gens qui sont sur le terrain avec les usagers, avec les citoyens. Les citoyens savent de quoi ils ont besoin dans leur circonscription. Les citoyens savent c'est quoi les enjeux. Donc, en ouvrant la porte, en accueillant les citoyens dans le bureau de comté, en les écoutant, en allant à leur rencontre, en organisant des rencontres citoyennes, on apprend c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis on va porter ça vers le haut, vers aller chercher, souvent au fédéral, c'est une question d'argent, aller chercher des financements, puis faire entendre ce dont la population a vraiment besoin, au lieu de prendre des décisions qui viennent vers le haut, qui descendent vers les gens. Moi, je vois vraiment la politique, une politique citoyenne avec la participation de mes citoyens, et puis très accessible, puis de faire monter les demandes d'en bas vers le haut. Et quel serait le premier dossier auquel vous vous attaquerez si lundi vous êtes élu comme député de votre comté? Comme je dis, c'est le logement social, je pense, qui est le plus grand enjeu en ce moment. L'évaluation foncière a monté dans la circonscription de 20%, j'ai même entendu 27%. Il faudrait que je vérifie là, les chiffres. Donc, on a des personnes âgées qui ont été propriétaires de leur logement, de leur maison pendant toute leur vie, qui aujourd'hui se retrouvent incapables de payer les taxes et contraints à vendre. Eux aussi ont besoin de logement. Donc, il y a vraiment beaucoup de couches de la société qui ont besoin de logements sociaux dans la circonscription. Donc, ce serait vraiment ma priorité. Vous avez parlé de votre priorité si jamais vous êtes élu lundi, ce qu'on vous souhaite bien sûr. Et vous avez parlé du logement social et vous avez mentionné surtout qu'il y a un problème d'itinérance qui est plus ou moins relié avec la toxicomanie dans ce secteur-là. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à tout ça. Bien, en fait, ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il y a une comorbidité avec santé mentale et toxicomanie liée avec la proximité avec Douglas. Et donc, il faut traiter ces gens-là comme des gens malades. Il faut aussi approcher la toxicomanie avec une approche de réduction des méfaits. La criminalisation de ces gens-là aide pas à les sortir de la rue et aide pas à les aider à aller mieux dans la vie, à devenir des citoyens qu'on appelle là, fonctionnels ou qui vont aider la société ou contribuer à la société. Donc, pour ma part, c'est certain que par rapport à la toxicomanie, j'ai une vision de réduction des méfaits, offrir des services, traiter ça comme une maladie plus que comme un crime. Et puis, en travail social, on dit souvent un comportement remis dans son contexte trouve un sens. Il faut aller les écouter, ces gens-là, puis essayer de comprendre d'où ça vient, puis qu'est-ce qui les a menés à la rue, puis comment on peut les aider, au lieu de les juger ou de les marginaliser. Okay. Est-ce que vous croyez que certaines de ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la rue devraient être soit dans un centre de désintoxication ou peut-être même à l'hôpital? On a fait la désinstitutionnalisation de façon parfois un peu cavalière. Je pense que certaines personnes pourraient profiter d'être institutionnalisées. Par contre, on est toujours pour l'autonomie des personnes. S'assurer que la personne puisse exploiter son fonctionnement au maximum. Puis à ce moment-là, si on arrive à les aider à se réhabiliter puis à les accompagner, mais ça, c'est de l'argent. C'est le 6% qui manque en transfert en santé et services sociaux. C'est les transferts en logement qui sont coincés à cause des guerres de responsabilité entre les deux paliers. Puis c'est les citoyens qui payent pour ça. Donc c'est vraiment important d'aller au fédéral, récupérer l'argent qui nous revient parce que c'est notre argent. Le Québec, on envoie beaucoup d'argent, 50 milliards à Ottawa, mais quand il vient le temps de nous renvoyer notre argent, il est assorti de conditions. Donc, à ce moment-là, c'est là-dessus qu'il faut aller se battre pour s'assurer que l'argent revienne, que les citoyens puissent en bénéficier parce qu'ils en ont besoin. Parfait. Et on a parlé beaucoup des priorités dans votre comté qu'on souhaite qui sera le vôtre officiellement lundi. Qu'est-ce que le Bloc québécois compte apporter au fédéral pour la prochaine session parlementaire?
Comme mon chef l'a dit, le Bloc québécois ne fera pas partie de coalition. On va juger les propositions à la pièce. Quand c'est bon pour le Québec, on va être pour. Quand c'est mauvais pour le Québec, on va être contre. Le Québec est pour les énergies vertes, l'environnement. On veut que tous les projets qui passent au Québec passent par le Bureau d'audience en environnement. On souhaite aussi l'électrification des transports parce que pour le Québec, l'électrification, c'est aussi une souveraineté économique pour qu'on arrête de dépendre du pétrole, parce qu'on achète du pétrole des États-Unis, du Canada, contrairement à ce que le premier ministre de l'Alberta dit, on n'achète pas de pétrole d'Arabie Saoudite ni du Venezuela, c'est seulement du pétrole américain ou canadien. Et donc, c'est certain que le Bloc québécois, son objectif, par exemple, il y a eu la gestion de l'offre qui a été négocié dernièrement le nouvel ALENA, le ACEUM, avec Trump, où on a vraiment laissé tomber le Québec. C'est sûr qu'à Montréal, c'est pas vraiment un enjeu, mais dans les régions, ça change la vie de beaucoup de Québécois. La gestion de l'offre pour le lait, pour les volailles, pour le porc, le forestier aussi, au profit de l'industrie automobile de l'Ontario et de l'industrie pétrolière. Donc, le Québec va s'assurer que les intérêts du Québec soient défendus, puis que des accords comme ça, il n'y en ait plus. Par exemple, pour acheter le pipeline, on a pris 150 $ dans la poche de tout le monde. Chaque Canadien a investi 150 $ dans le pipeline. Pourtant, ça ne va rien rapporter du tout aux Québécois. Puis, advenant que le pipeline passe ici au Québec, ça met nos cours d'eau à risque, mais c'est tout. On n'a aucun gain là-dedans. Donc, des ententes comme ça où il n'y a aucun gain pour le Québec, aucun avantage pour les citoyens, seulement des risques dans le cas du pipeline, ben, le Québec, le Bloc québécois va s'assurer que ça ne passera pas chez nous, puis aussi qu'on soit entendu. L'Assemblée nationale a été votée. On a élu nos députés, on a pris une orientation comme nation, il faut que ce soit respecté. Mon opposant libéral dans ma circonscription, c'est le ministre de la Justice actuellement. Donc, si quelqu'un impose un pipeline dans la province, ça va être lui. Ouais. Si quelqu'un impose, par exemple, conteste la loi sur la laïcité, que j'ai expliqué plus tôt, ça va être lui. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec la loi sur la laïcité, le principe que le gouvernement fédéral vienne s'ingérer dans une décision qui a été prise à l'Assemblée nationale, ça fait pas de sens. Parce que les Québécois ont voté pour quelque chose, on doit respecter la volonté des Québécois sans s'ingérer dans les décisions qui se passent au Québec. Puis aussi, il y a SNC-Lavalin, dont on n'a pas vraiment parlé, mais c'est lui aussi qui aurait pu utiliser l'accord de réparation et sauver les 3500 emplois ici à Montréal, le fleuron québécois de SNC-Lavalin, et qui en ce moment, il ne se passe rien et ça c'est en train là, de s'envenimer. Okay. Donc, c'est vraiment le Bloc québécois, l'idée, c'est de défendre les intérêts du Québec. À l'Assemblée nationale, on prend des décisions, on prend une orientation. On était 1 demi-million dans les rues pour l'environnement il n'y a pas longtemps quand Greta Thunberg est venue. L'environnement au Québec, c'est important. C'est important, oui. Donc, quand il y a des décisions contre environnement, le Bloc québécois va voter contre parce que c'est pas ce que le Québec veut. Si c'est bon pour le Québec, on va être pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on va être contre. C'est vraiment ça, le Bloc québécois, c'est pour le Québec. Parfait. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser le fer avec votre opposant dans votre comté? Oui, on a eu plusieurs débats, notamment sur l'environnement, puis on a été dans une assemblée citoyenne à Villemort. On a aussi rencontré la classe d'affaires de Verdun, et puis je pense qu'on a eu 3 ou 4. Ah oui, on est allé dans une école secondaire, l'école Monseigneur Richard, où on a eu les questions des jeunes de 4e, 5e secondaire. Il y avait quelques personnes qui pouvaient voter dans l'Assemblée, mais je trouve ça très important d'aller rencontrer les jeunes et puis de les impliquer dans la politique. C'est leur avenir. L'environnement, c'est eux qui vont se ramasser à gérer ça. Donc, c'est ça. Donc, oui, on a eu l'occasion. Habituellement, on était 4 ou 5 là, ensemble. Est-ce que vous auriez un dernier mot à rajouter pour vos électeurs? Lundi prochain, le 21 octobre, c'est les élections. Il va falloir faire un choix. Savoir où la Salle-et-Mort-Verdun va aller, vers où on va. Est-ce qu'on va vers du changement? Est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau? Moi, au Bloc québécois, avec mes collègues, avec Yves-François Blanchet, on propose une vision verte du Québec. On propose aussi de défendre la langue française, de défendre notre culture, de s'assurer qu'on ait notre
bonne part de l'argent au fédéral, puis qu'on aille faire respecter les intérêts du Québec au Canada. Le 21 octobre prochain, on va se donner un bloc fort, puis on va s'assurer que La Salle Aymar Verdun obtienne ce dont il a droit. Madame Dion, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous visiter parce qu'on sait que la campagne s'est super occupée et que vous devez quand même rencontrer vos citoyens. On vous souhaite bonne chance encore une fois et bonne chance au Bloc québécois. Merci pour l'invitation.